Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler des antibiotiques. Mais attention, on va oublier l'image de la simple pilule qu'on avale. Non, on va plutôt les voir comme un véritable arsenal, super complexe et stratégique. Dans une guerre qui, elle, ne s'arrête jamais. La guerre contre les bactéries. Allez, c'est parti, on plonge dans le vif du sujet. On commence avec une petite question pour se mettre en jambe. Ces noms-là, ils nous disent tous quelque chose, pas vrai? On les a déjà vus sur des boîtes de médicaments. Mais leur point commun, ce n'est pas juste qu'ils combattent des infections. C'est bien plus profond que ça. Ça se joue vraiment au cœur de leur structure chimique. Et là voilà, la réponse. Ce sont tous des bêta-lactames. C'est en quelque sorte leur nom de famille. Et ce qui les unit, c'est ce fameux cycle bêta-lactame. C'est un peu leur marque de fabrique, leur arme secrète. Et c'est vraiment de là que toute notre histoire commence. Alors dans cette grande famille, on a d'abord les pénicillines. C'est un peu la première boîte à outils qu'on a développée. Tout a commencé avec la pénicilline G, l'original, qui était très ciblée, un peu comme un sniper. Ensuite, on a eu la pénicilline A, que l'on connaît mieux sous le nom d'amoxicilline, et là on passe à une arme à spectre large, beaucoup plus polyvalente. Et enfin la pénicilline M, une vraie spécialiste conçue sur mesure pour dégommer les staphylocoques. Chaque version est une évolution, une réponse à un besoin précis. Forcément, face à une telle offensive, les bactéries n'allaient pas rester les bras croisés. Et c'est là que les choses se compliquent vraiment, que la véritable course à l'armement entre la science et les bactéries a débuté. Alors, comment est-ce qu'elles ripostent ces bactéries? Eh bien, imaginez un jeu du chat et de la souris. D'un côté, une bactérie normale, sans défense. L'antibiotique arrive, détruit sa paroi et c'est terminé. Mais de l'autre, des bactéries plus malignes se sont mises à produire une sorte de bouclier, une enzyme, la pénicillinase. Son seul but, c'est d'intercepter l'antibiotique et de le neutraliser avant même qu'il ait pu atteindre sa cible. C'est redoutablement efficace. La parade des scientifiques a été, il faut le dire, absolument géniale. Puisque la bactérie a un bouclier, on va tout simplement envoyer un leurre pour le neutraliser. C'est l'idée derrière des médicaments très connus comme l'augmentin. On prend l'amoxicilline, notre arme principale, et on lui adjoint un complice, l'acide clavulanique. Son rôle, c'est un kamikaze. Il fonce sur la pénicillinase, se sacrifie pour la désactiver et laisse ainsi le champ totalement libre à l'amoxicilline pour qu'elle puisse faire son travail. C'est une stratégie brillante. Et bien sûr, cette course à l'armement a obligé la science à ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il a fallu développer tout un tas d'autres stratégies, d'autres familles d'antibiotiques. L'arsenal est devenu beaucoup plus grand et diversifié. Jetez un œil à ça. Ça donne une idée de l'arsenal complet aujourd'hui. C'est assez impressionnant, hein? Chaque nom, chaque ligne, c'est une famille d'armes différentes, avec ses forces, ses faiblesses, ses cibles privilégiées. On ne va évidemment pas toutes les passer en revue, mais on va s'attarder sur quelques-unes des plus importantes. D'abord, les aminosides. Alors là, on est sur de l'artillerie lourde. Ce sont des antibiotiques très puissants, à large spectre. Le problème, c'est que cette puissance a un prix. Ils peuvent être assez toxiques, notamment pour les reins et l'audition. C'est le parfait exemple du calcul bénéfice-risque permanent en médecine. On ne les sort que quand c'est vraiment nécessaire. Autour des tétracyclines. Leur super pouvoir, c'est leur capacité à aller se battre là où les autres ne peuvent pas aller, à l'intérieur même de nos cellules. C'est absolument crucial pour combattre des bactéries qui jouent à cache-cache dans notre organisme, comme les chlamydiés par exemple. Par contre, attention, cette famille-là vient avec une mise en garde très sérieuse. Les tétracyclines sont formellement contre-indiquées chez les femmes enceintes et les enfants de moins de 8 ans. Pourquoi? Parce qu'elles peuvent affecter le développement des os et des dents, et ça, c'est un risque qu'on ne prend pas. Chez les quinolones, il y a en fait deux générations. D'abord, les quinolones classiques, plutôt pour des interventions locales, comme des infections urinaires. Et puis il y a leurs descendantes, les fluoroquinolones, qui sont bien plus puissantes, avec un spectre d'action beaucoup plus large pour des infections généralisées. Mais là aussi, il y a des restrictions importantes, notamment chez les enfants. Bien. Maintenant, on passe à une catégorie un peu à part. Ce sont les forces spéciales de notre arsenal, les antibiotiques qu'on ne déploie qu'en dernier recours, quand la situation est vraiment critique. Et le membre le plus célèbre de ces forces d'élite, c'est la vancomycine. On ne l'utilise qu'en deuxième intention. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est le plan B. On ne la sort que lorsque les armes de première ligne, par exemple la pénicilline M contre un staphylocoque, ont échoué parce que la bactérie est devenue résistante. Mais au fond, qu'est-ce qui fait qu'un médicament est classé dernier recours? Ce n'est pas seulement une question de puissance, c'est aussi et surtout une question de risque et de contraintes très lourdes qui vont avec. Regardez ce chiffre. 1 mois, c'est la durée maximale et non négociable d'un traitement avec un autre de ces antibiotiques de l'extrême, le linezolide. Et voilà pourquoi, non seulement le linezolide présente un risque élevé de toxicité pour le sang, mais en plus, il coûte une fortune. On comprend tout de suite mieux pourquoi on le garde en réserve. C'est un peu l'arme nucléaire de l'arsenal. On est content de l'avoir, mais on espère ne jamais avoir à s'en servir. Pour terminer, revenons sur le terrain aujourd'hui.
Avec un arsenal aussi vaste et complexe, comment les soignants font-ils pour être sûrs de tous parler la même langue et d'éviter les malentendus qui pourraient être dramatiques? Cette petite phrase, elle résume tout. C'est devenu le nouveau mot d'ordre. On arrête d'utiliser les noms de marques, comme Clamoxyl, qui peuvent varier d'un pays à l'autre et créer de la confusion. On utilise le nom de la molécule, amoxicilline. Et ce principe a un nom officiel, la DCI, pour Dénomination Commune Internationale. C'est un langage universel pour les médicaments. L'amoxicilline, c'est la même chose à Paris, à Tokyo ou à New York. C'est absolument fondamental pour la sécurité des patients, surtout à l'heure où les médicaments génériques sont partout. Ça garantit que tout le monde se comprend. On finit sur cette question qui est loin d'être simple. La course à l'armement, on l'a vu, n'est jamais terminée. Les bactéries continuent d'évoluer, de trouver de nouvelles parades. La question n'est donc pas de savoir si on aura besoin d'une nouvelle révolution antibiotique, mais plutôt de savoir à quoi elle ressemblera et d'où elle viendra. La bataille continue.